Jasage de jeu de rôle qui vous revient avec sa chronique Running the Game. C'est quoi ce segment-là, dans le fond? C'est je prends les Running the Game de Matt Colville qui sont en anglais, je les écoute pour vous. Après ça, je prends ses meilleurs conseils que je considère. Puis après ça, je vous les renvoie en version concentrée, juste le best-of. Mais quand je dis best-of, c'est pas le best-of nécessairement pour moi aussi. C'est comme un best-of de suggestions, de commentaires, de trucs, d'idées qui sont pas nécessairement bonnes pour moi ou pour vous, mais ça se peut que vous pigiez là-dedans, puis c'est ça le but dans le fond, c'est de vous donner comme des nouveaux outils peut-être, ou vous rappeler des outils que vous avez oubliés. La 26e chronique de Matt Colville se nommait High Level NPCs, Followers and DMPCs. Dans le fond, il faut toujours se rappeler que le plaisir du jeu, c'est que ce soit les joueurs qui forgent le monde. C'est autour d'eux autres qu'il faut que ça tourne. T'sais, le monde tourne, ok, on s'entend, là, tout bouge. S'ils font rien, le monde fait quelque chose. Mais les éléments importants, le but, c'est que ce soit vraiment les personnages joueurs qui les aient faits. C'est eux autres qui ont amené comme le plus gros de l'histoire. Faut que au final, quand tu regardes à la fin de la game, mettons, tu vois que les effets légendaires, c'est eux autres qui les ont créés, les événements, puis tout ça, tu sais. L'autre conseil, dans le fond, c'est que les NPC donc de haut niveau, peut-être qu'ils demanderaient un paiement trop élevé pour le problème que le roi veut régler, mettons, tu sais, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il fait appel aux joueurs qui, eux, demandent pas ou moins de rémunération pour faire une même mission, et ils s'enrichissent en plus, et bon, ça fait des belles histoires à raconter. Fait que c'est un peu pour ça que le focus est tombé sur les joueurs et non pas sur toutes les autres. Une autre manière d'expliquer pourquoi que les NPC de haut niveau n'aident pas le roi, mettons, dans sa situation, c'est qu'ils ont d'autres choses à faire. Eux autres, ils ont leur problème de plus haut niveau. Fait que là, vu qu'ils sont comme là dans les problèmes, mettons là, parce que sinon ils sortent du vidéo, mettons, ils sont là, là, toi, t'as des problèmes à régler là, là, ils vont pas te descendre et régler tes petits problèmes. Faut que tu trouves du monde qui sont là, ou peut-être en bas pour se hisser dans l'échelle des problèmes. Faut pas trop en faire, mais souvent un Deus Ex Machina, c'est épique dans un jeu de rôle. Ça fait comme waouh, puis là tout le monde trippe, mais faut pas toujours qu'il y en ait, ok? Calmez-vous. Une autre chose aussi pour les NPC de haut niveau, pour que les joueurs aient leur aide, faut qu'ils méritent leur aide. Tu sais, un personnage super important, tu vas pas faire comme je vous connais pas, mais je vais vous aider. Tu sais, il faut qu'il y ait comme quelque chose qui leur montre du prestige. Puis là, fait comme oh ouais, vous valez la peine, je vais vous aider dans ce que vous faites. Je vais vous aider dans vos problèmes parce que vous êtes cool. Tu sais. Si t'es pas cool, tu ne feras pas aider. Du moins pas par du monde hot. On en connaît tous des fatigués qui veulent tout le temps t'aider, mais qu'est-ce qu'ils sont pas hot? Il y a des emplois aussi simples que le porteur de torche. Mais ça peut être la fois d'avoir un porteur de torche dans le groupe, ça fait comme un NPC à protéger, un follower, mettons, qu'il faut que tu protèges. Puis aussi, ça t'évite d'avoir à tenir la torche parce que statistiquement, tu peux pas avoir un bouclier, puis une épée, puis une torche. Fait que ça prend un porteur de torche. Fait que ça, c'est une idée que je vous lance. Ça peut être pour rajouter un peu de réalisme à vos parties. Et aussi le personnage qui recrute un NPC, un follower, quelqu'un qui le recrute, c'est lui qui va le contrôler en combat. Ça serait logique, mais tant que ça reste, justement, on va utiliser le terme logique, tant que ça reste logique ce que le bonhomme fait, si le bonhomme se met à prendre des risques, faire l'épée, puis non, il fera pas ça, là. Le gars, il est payé des miettes de pain par jour pour vous suivre, il va pas risquer sa vie, il va même être très peu heureux. Oui, le joueur contrôle le NPC en combat. Par contre, c'est le maître qui fait le roleplay en dehors de tout ça, là, je veux dire, ici. Ce personnage-là, il a des ambitions, il a des buts, il a des secrets. Fait que c'est le maître qui va contrôler ça. Vous pouvez toujours aussi décider. Le maître a le droit de décider qu'un guerrier, un paladin, quelque chose comme ça, il y a un écuyer qui se pointe pour le suivre. Il veut se faire former. T'as pas besoin d'attendre que les règles te disent au niveau 6, si le personnage prend leadership, il y a quelqu'un qui va. On s'en calisse, là. Faites juste apparaître un écuyer, puis ça va rajouter une tranche de plus à ton histoire, ça va être malade. Faut toujours faire très attention quand on utilise des BMPCs. Hein. Ça, c'est un risque qu'il faut quasiment éviter. Il vaut mieux pas trop aller jouer là-dedans, je pense.
à ce moment-là, -là, t'es peut-être mieux de dire à un joueur, prends 2 personnages, joue 2 personnages plutôt que prendre un DMPC. Ça change ton problème de place, mais c'est probablement que c'est moins grave, je pense, qu'un DMPC. Un DMPC, ça enlève de l'investissement des joueurs, tandis que 2 personnages, ben, ça permet le joueur de peut-être satisfaire 2 fois plus de roleplay en même temps. 27e chronique, c'était Sandboxing. Ça vient me chercher. Dans le sandbox, le maître va vous dire ce que vous devez faire, mais il ne vous dira pas comment. Contrairement au open world, que là, c'est les joueurs qui dictent au maître ce qu'ils font. C'est tellement que vous mettez des challenges, puis vous laissez les joueurs vous surprendre. C'est un peu ça le but. T'sais, parce que dans le fond, la job des joueurs, c'est de se sortir des problèmes. Fait que c'est pas à vous autres à tout leur mettre ça dans la bouche tout cuit, là. Arrange-toi, sors-toi des problèmes, puis utilise ta créativité et ton imagination. Il nous suggère de 5 livres qui peuvent être intéressants de jeter un petit coup d'œil. Ça peut inspirer, tu sais. Fait que voici ces 5 suggestions. The Village of Hamlet, le village d'Hamlet. Against the cult of the reptile god. The reptile god. The reptile god. The reptile god. Against the cult of the reptile god. The Keep at the Borderland. Dungeon Delve. Et Book of Challenges. Je sais pas nécessairement c'est quoi ces 5 livres-là, mais je sais qu'il y en a que c'est des vieilles aventures de Donjons & Dragons, genre première édition. Là, fait que ça peut être tentant de jeter un coup d'œil. Ça, c'est pas dans ses conseils, c'est dans les miens. Je lance ça. J'ai souvent été regarder des vieilles aventures, justement, Keep of the Borderland. Je suis allé la regarder, voir comment c'était structuré, comment ils voyaient ça. C'est vraiment même qu'on fait un sandbox. C'était vraiment comme ça. C'est pas comme aujourd'hui que. Ben, comme aujourd'hui, là, je m'excuse, mais je me souviens des games que j'ai joués, des quêtes préfaites. Tu suis un sentier pas mal semi-défini, tu sais. Tandis que là-dedans, c'était comme plus flou, mieux. Fait que jetez un coup d'œil vraiment, là, je connais pas les 5, mais jetez un œil aux 5, je suis sûr que ça va être bon. Aussi, un sandbox ne doit pas avoir de choix évident. S'il y a un choix évident, ben là, c'est là que tu tends vers un peu le railroad, tu sais. Fait que c'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment comme ils ont des problèmes à régler, ils vont les trouver, ils vont les régler. C'est un peu comme ça. C'est plus du flou que du précis. L'entonnoir, faut pas trop qu'elle soit. Faut que tu aies le gros bout de l'entonnoir. 2 autres suggestions que j'avais pris. Moi, je prends les vidéos, puis je les écoute, puis je mets mes notes en ordre que j'ai pas. Fait qu'il dit aussi d'aller voir The Crucible of Freya. Puis Keep of the Shadowfell. Ça, je pense que c'est une game de 4e édition. Mais je me souviens pas pourquoi il dit d'aller la voir, mais faites-y confiance. Faites-y confiance, allez le voir. Puis pour faire suite à qu'il n'y a pas de choix évident, ben il faut que tu aies plusieurs choix, puis là, ils choisissent là-dedans. C'est ça un peu aussi l'essence du sandbox. Tu peux aller par là, tu peux aller par là, tu peux aller par là, fais ce que tu veux. Puis là, après ça, ben, il va y avoir des conséquences plus ou moins graves à ne pas faire les autres. Tu sais. Mais les conséquences, c'est pas des conséquences dans le but de faire chier, c'est des conséquences dans le but de rajouter de l'histoire. Puis aussi, vous pouvez partager des hooks à travers plusieurs joueurs. Tu sais, s'il y a un joueur qui trouve une raison d'aller dans les cavernes du gobelin, là, je dis ça de même, bon, ben peut-être qu'un autre joueur aussi va pogner un peu la même direction, mais par un autre NPC, par un autre villageois. Tu sais. Fait que tu peux envoyer pas des. Ben ouais, comment dire. Tu peux comme faire croiser les effluves pour qu'ils aient la même place. Puis 2 autres personnages, maintenant tu peux donner un autre choix un peu d'autre. Fait que là, ils vont faire un choix entre les 2 gangs. C'est pas brillant. Si les joueurs, ben, ils ignorent un hook, là, une accroche, ou ils suivent pas l'idée, ben c'est ça, ça fait avancer son agenda jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce qu'on sait que tout ce qui n'est pas réglé cause la mort de la planète. Puis un accroche, un hook, une petite histoire, là, ça peut être juste 5 encounters. Puis là-dessus, là, tu peux avoir genre 3 combats, pour pas besoin d'avoir plus. Juste un petit hop, un petit crochet comme ça, on ramasse de l'expérience, des idées, des nouveaux, des informations, on crée des mémoires, des souvenirs, on a une belle aventure, puis après ça, on continue vers d'autres choses. Fait que des fois, là, 5 encounters, ben en masse. 28. Using 4th edition to make 5th edition combat more fun. J'avais pas oublié le mot fun. Ouais, il te suggère de prendre les combats de la 4e édition pour rendre ceux de la 5e plus intéressants. Voyons ce qu'il a à dire sur le sujet. Fait que lui, il dit ajuster les powers de toutes les créatures. Là, tu peux jouer avec les chiffres. C'est pas tout. Ces chiffres-là sont pas setés dans la roche.
Tu peux craquer les cadrans comme tu veux, bouger ça comme tu veux, sans nécessairement tout débalancer, l'XP et tout. Là. Oui, la créature va être un peu plus forte, mais tu vas en mettre une autre un peu plus faible maintenant, puis ça va être correct. Là. Tu fais juste tourner un petit peu les cadrans, puis tu rajustes tes bébites, puis juste ça, ça peut faire un changement assez pour que les joueurs aient un petit intérêt. Les Minions. Les Minions. Pour vrai, s'il y a bien quelque chose dans la 4e édition qui était cool, c'était les Minions. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un Minion, c'est une créature à 1 point de vie. Tu sais, t'as des ogres, puis t'as des ogres Minions. Ils sont pas plus petits, c'est la même grosseur, même shape, tout. C'est juste qu'eux autres, ils vont faire genre des dégâts, toujours la même affaire, puis si tu les touches, ils meurent. Par contre, si tu fais un spell de masse et que tu les touches pas, ils meurent pas. Ils mangent pas la moitié des dégâts, ils font juste éviter la boule de feu, mettons. Fait que les minions, c'est quelque chose qu'il faut que tu deals avec. Parce qu'ils sont nombreux, puis ils te vargent dessus. Mais tout arrive, tout, faut que tu dessus. Puis en plus, ça donne tellement un effet pour les joueurs de dire t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. C'est quand ils ont 2 haches. C'était ça les conseils. 29. Fantasy versus fiction. La fantasy versus la fiction. Encore là, c'est un conseil qu'on répète souvent, qui fait suite à ce qu'on s'est déjà dit. Il faut toujours que tu penses à qu'est-ce qui arrive si les joueurs n'interviennent pas dans un problème, dans un conflit. Qu'est-ce qui se passe? Faut que ça avance, ces affaires-là. Ça ne fait pas juste stagner. Ce qu'on veut aussi, c'est que les joueurs choisissent un côté. Tu sais, quand tu as des côtés de la médaille, tu as 2 côtés, deux factions qui se font de la chicane, là, ben, ça n'a pas besoin d'être clair lequel est le bon, lequel est le méchant, mais tu veux que le groupe choisisse un côté parce que là, ça enclenche comme une. Tu montes de vitesse, tu enclenches une gear de plus, puis là, tu sais, OK, là, on s'en va dans ce track-là, ça va avoir beaucoup plus d'effets, puis que si tes joueurs jouent entre les deux, puis essayent de calmer la chicane, non, faut pas qu'ils calment la chicane, faut qu'ils la règlent. Une idée aussi, c'est de prendre des backgrounds du jeu, puis les mettre sur vos vilains. Juste ça, ça peut vous donner de l'aide à flécher out ton vilain. Et en tant que maître, il faut toujours être à l'affût des opportunités que les joueurs vous envoient, des phrases qu'ils disent, des théories qu'ils émettent, des gaffes qu'ils font. Prenez des notes, ce que vos joueurs font, là, allez chercher ça, puis 4 games plus tard, là, si le joueur il a pris une décision un peu spéciale, un peu une décision que tu n'aurais pas pris, mettons, ou que tu te surprends, garde-la en tête, puis construis quelque chose autour de ça pour que 2-3 games plus loin, ça revienne comme un boomerang dans sa face, puis là, qu'il fasse Oh my god, ma décision a eu de l'impact, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans vos games, que les décisions des joueurs aient de l'impact. Commence à oublier de respirer. 30e et dernière chronique de ce segment-là, c'est ignorance versus confusion. Le but du maître, c'est de réussir à engager les joueurs dans son histoire sans leur expliquer l'histoire. Puis ça, c'est comme de la magie de maître, faire ça. Faut que tu aies un contexte qui explique aux joueurs. Le contexte est vraiment important. Il faut pas que ce soit flou. Il faut que les joueurs ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Et les joueurs, ils veulent comprendre par eux-mêmes. Parce que quand un joueur comprend par lui-même quelque chose que tu lui as pas expliqué, tu lui as montré, là, tu lui montres ça, là, regarde ça, c'est la situation, puis que le joueur, il comprend, là, c'est là qu'il se sent intelligent, ton joueur. C'est pas quand tu lui expliques tout, tu lui mets tout dans la bouche tout cuit qu'il se sent intelligent. Non, il fait comme, OK, ben merci de m'avoir expliqué, mais il y a ce côté-là pas de récompense, mais un achievement personnel. De, oh my god, j'ai compris. Ça, les joueurs, ils aiment ça. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait des jeux de rôle. Non, c'est pour se sentir comme dépassé. T'as ta vie bien normale, là, banale. Ben là, tu fais comme, oh, il y a de quoi qui est embarqué. Puis c'est une émotion qu'on recherche en quelque part. Je comprends pas le monde qui joue à des jeux de rôle. C'est juste pour se détruire émotionnellement puis pleurer leur vie. C'était ça, chronique 26, 27, 28, 29 et 30, Matt Colville, Running the Game. Je viens de vous pondre une autre vidéo de Running the Game de ma playlist. Fait que j'espère que vous avez apprécié les conseils de cette semaine, même si je ne fais pas ça à chaque semaine. Puis bon, j'espère que Compteur cette semaine va être d'accord avec beaucoup de choses, parce que dernièrement, là, il était choqué d'être d'accord avec tout ce que j'ai dit. Hein, Compteur, tout aime ça, hein, que
Ça fait des ping-pong, parfait. Et là, cette semaine, j'espère que j'ai trouvé des affaires qui sèment la controverse dans ton esprit. Fait que, on se revoit bientôt pour un autre Running the Game, ou un On the Go, ou un Mothership résumé de partie, ou n'importe quoi. Une réponse à coup critique. Je sais pas. Fait que, moi, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt. Bye. Hey les enfants, c'est à coup le clown. Savez-vous pourquoi les orques ont des aussi gros nez? C'est parce qu'ils ont des gros doigts.